Parce que je veux dire, aujourd'hui, quand je vais travailler et que je dis que je suis suspendue, les gens, ils y croient pas. Ça leur paraît tellement impossible. Ils le savent pourtant. Je me disais que c'était une blague, que ça allait pas durer. J'étais partagée entre le sérieux que représentaient les courriers et en même temps, je me disais, bon, les gens vont se mobiliser, il va se passer quelque chose. Je comprenais pas pourquoi les gens n'étaient pas plus dans la rue, parce qu'il y avait son voisin, son ami, son enfant, son parent qui ne pouvait plus travailler parce qu'il avait fait le choix de ne pas se faire vacciner, alors qu'il mettait en danger, pour moi, personne. Après, moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est l'absence de débat. C'est d'être traité de complotiste dès qu'on peut avoir un message qui va pas dans la direction de ce qu'a émis le gouvernement. Beaucoup d'injustice. J'ai dû arrêter le métier que j'aimais pour de mauvaises raisons. Voilà. Parce que si maintenant, demain, j'avais le Covid, je pourrais retravailler. Si demain, je me fais vacciner, je pourrais retravailler. Il y a des soignants qui sont à l'hôpital, qui sont vaccinés et positifs et ils travaillent. Donc si vraiment c'était sanitaire, on ne laisse pas travailler les gens qui sont positifs. Au final, j'ai choisi de ne pas me faire vacciner et puis même quand j'avais choisi de ne pas me vacciner, il y avait un peu un déni puisque j'étais persuadée que je pourrais quand même aller en cours, même si je ne pouvais pas aller en stage, en me disant non, c'est pas possible, on est dans un pays comme la France, on ne va pas me retirer mon droit à l'éducation. Le fameux discours du 12 juillet, quand M. Macron impose le pass sanitaire, c'est cette question-là, moi, j'ai toujours été très sensible, et c'est pour ça que j'ai mené une carrière comme ça, à la question du vivre ensemble, à la question du construire ensemble. Alors, c'est vrai que j'ai vécu une réunion de suspension assez fort. Ça a duré 1 heure de temps. Mon directeur a utilisé toutes les facettes de la manipulation, si je puis dire. On se rend compte que c'est quand même le secret médical qui est vraiment bafoué. Parce que aller dénoncer que je suis pas vaccinée, c'est quand même incroyable. Et puis on n'avait pas de recul, et puis tous ceux qui se sont fait vacciner par les ARN avant, c'est des animaux, on n'a pas testé sur l'humain, on n'a pas de recul sur ça. Donc moi je veux pas être, comme on dirait, entre guillemets, un rat de laboratoire. Ne vous liguez pas contre les soignants, c'est une chose à savoir, on ne peut pas se mettre contre les gens qui nous soignent et qui seront toujours là pour nous. Voilà. Parce que je crois que ce qui est important, c'est l'oubli, et il ne faut pas qu'on tombe dans l'oubli.
Et on est quand même un métier où on est quand même majoritairement vaccinés, on n'est pas des gens anti-vaccins. On a un secteur, au contraire, et ça m'a choqué aussi de voir que les gens, mes amis autour de moi, me disaient que j'étais égoïste, criminelle, alors que je suis plus vaccinée qu'eux, et qui ne m'ont pas posé la question de pourquoi je ne voulais pas. Ils étaient tout de suite, ils ont tellement été dans la peur, les gens les a tellement terrorisés. Le climat de peur, j'ai jamais eu dans ma façon de vivre, dans ma façon d'être. Je suis pas quelqu'un de peureux, donc j'étais peu sensible à ça. Et je suis plutôt pragmatique, donc je voyais bien que quand le Covid est arrivé dans l'établissement où j'étais, où on s'attendait à une hécatombe de décès, et en fait il y en a eu un, et que ce n'était pas le résident qui était le plus fragile. Alors la principale raison, c'est que je suis jeune maman. Et que donc je suis revenue de mon congé maternité dans cette période d'annonces et de menaces de suspension qu'on a tous vécu donc fin juillet. Donc j'ai repris mon poste comme ça et en fait j'allaitais. J'ai allaité ma fille jusqu'à il y a peu de temps et aucun médecin n'a pu me rassurer par rapport au risque que je pouvais prendre pour mon bébé. Voilà, c'est la principale raison, les motifs en tout cas de ma suspension. Et après, en ce qui concerne la vaccination, je pense que comme toute prise de médicaments, comme tout traitement, je pense que le consentement éclairé, il est très important et il est à respecter. Du fait des cours que j'avais déjà un peu et de mes connaissances personnelles, le vaccin était déjà arrivé beaucoup trop vite, moins, même pas 1 an. Pour qu'ils puissent sortir. Et en cours, on avait appris qu'il fallait au moins minimum 5 ans, voire plus, entre ce qui est un protocole à respecter, tous les tests à effectuer déjà en laboratoire, et entre chaque test, quand on passe du laboratoire après les essais sur l'être humain, il y a des pauses où les scientifiques ils regardent tout pour être sûr qu'ils n'aient pas loupé quelque chose, qu'il n'y ait pas un problème. Et c'est pour ça que ça prend au moins minimum 5 ans. Alors moi j'ai jamais été opposée à aucune vaccination, moi j'ai toutes mes vaccinations, j'ai fait l'hépatite B aussi sans me poser trop de questions. Là le Covid, autour de nous on a vu qu'il n'y avait pas eu tant de dégâts que ça, que les chiffres n'étaient pas vraiment, ceux qui étaient annoncés dans la presse n'étaient pas ceux que nous on pouvait observer sur le terrain. Et puis en voyant que les gens avaient le Covid et le rattrapaient, je me suis dit qu'un vaccin ne pouvait pas être meilleur qu'une immunité naturelle et puis que les gens le rattrapaient, donc voilà. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as refusé cette vaccination? Parce que je crois en mon système immunitaire. On va dire que là-haut, ils nous font dans une perfection et j'y crois. Et quand j'ai entendu l'annonce de notre président de la République de l'époque, du 12 juillet, j'ai un peu compris que peut-être ça me concernerait, mais j'ai pas compris tout de suite que ça concernait les psychologues. Donc j'ai cru pouvoir échapper à l'affaire. Et le directeur m'a informé à ce moment-là que si la vaccination obligatoire concernait les psychologues. Bon, j'ai essayé de feinter pour voir comment je pouvais échapper à ça. Et il m'a dit non, mais même si vous n'êtes pas vacciné, je ne lui ai pas répondu à cette question, j'estime qu'elle ne regarde que moi. Dans ma tête, j'avais ma réponse, que je ne reviendrai pas. Et je me suis retrouvée, il m'a dit, texto, il m'a dit, et puis quand vous venez signer votre contrat le 31 août, c'est pas un problème, vous venez signer votre contrat, vous passez par le service et puis on vous pique. Voilà. Donc je savais que je ne retournerais pas dans ce lieu. Et de par mon métier, je ne m'apercevais pas au quotidien, hormis les mesures mises en place, du saccage que le virus y faisait. Je ne voyais pas des morts autour de moi, enfin pas plus que j'en voyais d'habitude. Après je voyais une surcharge surtout sur les hôpitaux. Par la suite, ça a continué, les confinements, les couvre-feux, les masques, et après ils ont masqué nos enfants, et là moi ça a été le point de démarrage de masquer ma fille pour aller à l'école, et ça, moi c'était un refus catégorique, mais je pouvais pas lui mettre le masque. Et c'est j'ai de la peine pour ces enfants quand je les vois avec un masque. Ils ont tellement un joli sourire que je pouvais pas, moi ma fille qui a un beau sourire, la masquer. Pour moi ça me rendait malade, quoi. Alors du coup j'ai pris cette voie de la disponibilité. Pour pas me faire vacciner et 2 pour mettre ma fille en école à la maison. Du coup on s'est retrouvés beaucoup moins nombreux à vouloir aller au bout.
Et d'autant plus que moi je préparais à cette époque une formation qui allait sans doute être la plus importante dans ma carrière, parce que je me préparais pour devenir plongeur. Et du coup ça a commencé au mois d'août où j'ai reçu le courrier comme quoi du coup j'étais pas accepté au stage parce que j'avais pas présenté mon schéma vaccinal. Donc voilà, c'est peut-être le stage le plus important de ma carrière qui a commencé par être annulé. Et à partir de là, je me suis dit, je peux pas, enfin voilà, si j'ai des convictions, je vais au bout, quoi. Je vais pas me prostituer pour ça. Donc du coup, je suis allé, j'ai accepté ma suspension qui a été effective à partir du 15 septembre. Toutes ces pressions, je suis restée calme et j'ai pas cédé. Et quand il a résumé le document comme quoi j'étais bien suspendue, il a noté, heureusement que j'ai pris le temps de lire avant de signer, il a noté comme quoi que la suspension c'était à mon initiative alors que c'est la loi. Donc moi je lui rappelle. Et il rechange la phrase là, donc très énervé, pas content, il se lève et pendant 5 minutes, il râlait, il disait oui, je suis un compte directeur, un compte patron, c'est comme ça, mais je l'assume. En fait, quand notre bon roi, M. Macron, a dit le 12 juillet que ça allait être obligé au 15 septembre, donc on a beaucoup réfléchi, comme m'a dit ma femme. Et puis on a pris le choix donc de ne pas se faire vacciner. Donc comme on voulait un peu des ressources, moi j'ai décidé de me mettre en arrêt maladie le 7 septembre. Bien sûr, comme ils ont tous les pouvoirs, donc ils m'ont suspendu sur un arrêt maladie le 17 septembre. Donc j'ai pas eu de salaire octobre, novembre, décembre. J'ai eu le Covid au mois de décembre. Bien sûr, comme ils m'avaient payé la fin septembre, alors que je suis suspendu au 17, ils m'ont suspendu au 17 sur mon arrêt maladie. Donc il a fallu que je rembourse, j'ai pas voulu rembourser. Donc ils m'ont envoyé l'huissier. Sur un arrêt maladie, m'a envoyé l'huissier, moi c'est jamais vu ça. Hein. J'ai été licenciée en février 2021 par rapport à ma position sur la vaccination et la prise en charge des patients, puisque j'avais demandé à ce que les patients soient traités lors des clusters Covid. J'ai ensuite travaillé quelques mois à l'hôpital de Nîmes où j'ai été suspendue le 15 septembre 2021 au regard des dispositifs concernant la vaccination Covid obligatoire. 3 jours par semaine, à 6h du matin, j'allais me faire tester dans un cabinet libéral pour pouvoir arriver à 7h et montrer un pass pour travailler. Et ensuite j'ai reçu de nouveaux courriers à mon domicile et par mail m'informant de la suspension dans 1 mois, puis dans 15 jours. Et puis donc j'ai été, le 14 c'était mon dernier jour de travail et le 15 je n'avais toujours rien reçu pour me dire de ne pas représenter. Donc c'est moi qui ai envoyé un mail à mes supérieurs en disant que si je ne recevais rien, je me présenterais au travail. J'avais pas de planning, mais qu'ils me donnent mon planning parce que moi je n'abandonnerai pas mon poste. Et le lendemain, j'ai reçu donc le 16 un courrier à mon domicile m'informant que j'étais suspendue tant que je ne prouvais pas que j'étais vaccinée et que j'avais bien eu le schéma complet vaccinal. Et donc sur cet affichage, sur la porte du cabinet et puis sur le répondeur, j'avais indiqué aux patients de contacter l'agence régionale de santé et le conseil de l'ordre du département. Donc le conseil de l'ordre m'a rapidement rappelé parce que ça a saturé leur ligne téléphonique. Voilà, donc il y a eu après discussion avec ma présidente du conseil de l'ordre, comme quoi je devais absolument retirer le numéro du conseil de l'ordre pour ne pas saturer leur ligne. Et puis du coup, après ça a pris une ampleur qui dépassait, ça dépassait vraiment les pensées, quoi. Il y avait on va porter plainte contre vous parce que vous saturez la ligne téléphonique. Pour moi ça n'a aucun sens. Plutôt que de venir en soutien des confrères, essayer de comprendre la démarche. Et puis après, a posteriori, j'ai eu une invitation à un entretien confraternel avec ma présidente départementale, mon président régional et puis d'autres confrères pour essayer de comprendre ma démarche
il n'y avait pas grand-chose à dire, hein, c'était assez simple. Hein, pas vacciné, peut pas travailler. Voilà. Du coup, il y a eu un rendez-vous avec ma référente. On a discuté du coup que je voulais pas me faire vacciner et après c'est très vite, je vais à la direction qui me fait un papier comme quoi je suspends ma formation et du coup que j'ai droit à 5 ans pour pouvoir la reprendre. C'est que c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir un nombre exact du nombre, le nombre des soignants suspendus, tout simplement parce que beaucoup de soignants qui l'ont été ou qui l'ont été de voie déguisée, c'est-à-dire par voie autre, qui ont démissionné, qui ont demandé une reconversion, qui ont été mis en arrêt maladie, en fait ne veulent plus forcément s'associer à tous les mouvements, tous les collectifs comme Réinfo Covid ou les collectifs départementaux, par épuisement, par dépression, par burn-out. Et du coup, en fait, c'est presque impossible de savoir le nombre. Par exemple, moi, dans le Gard, je ne connais pas le nombre de soignants suspendus, même si je connais à peu près le nombre de médecins. Et pour parler des médecins, par exemple, dans certains départements, je pense que c'est partout pareil, beaucoup ont arrêté. Se sont tournés vers d'autres voies comme des médecines complémentaires. Ont pris leur voire, retraite. Coach santé, voire la retraite anticipée, voire des états de longue maladie qui... Donc c'est assez compliqué. Je connais des soignants qui sont partis exercer à l'étranger, notamment en Suisse, qui, pour certains, ne remettront plus la blouse en France, notamment des infirmières extrêmement engagées. Elles ont décidé qu'elles ne seraient plus infirmières dans ce pays. Voilà. Des personnes aussi qui se sont converties dans l'agriculture, dans d'autres champs professionnels. Il y a eu beaucoup de ressentis et beaucoup de choses qui se sont mêlées. Il y a eu surtout beaucoup d'effroi au mois de janvier, en fait, quand je travaillais encore, et qu'ils ont imposé le pass pour partir au restaurant en vacances. Et là, j'ai vu plus de la moitié de mon équipe qui s'est fait vacciner alors qu'elle n'était pas pour le vaccin. Et ça, là, j'ai vraiment eu un effroi. Autant avant, j'avais de l'incompréhension entre ce qui se disait et ce qui se passait sur le terrain. Autant là, j'ai eu un effroi de voir que les gens, au lieu de défendre leur liberté, acceptaient de se faire vacciner juste pour garder leur liberté. Ça m'a beaucoup interrogée et encore aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de colère face à ça. Et d'incompréhension en fait de ce mécanisme-là dans lequel on a plongé en fait, majoritairement. Et puis dans les ressentis, on passe par un ressenti d'injustice, que les garants qu'on doit être auprès des personnes n'a pas été fait, parce que je suis monitrice éducative, je dois prendre soin des gens, les accompagner dans leurs difficultés, mais je suis aussi garant de leur bien-être. Et que du coup, là, on vaccinait des gens. Moi, je suis dans un travail avec des personnes adultes handicapées qui ont des troubles psychiatriques importants. Et pour faire juste le test, il fallait leur tenir les mains, leur tenir la tête. Et moi, c'était violent. Donc, je l'ai fait une fois ou deux et après, j'ai refusé de le faire. De la colère, de l'injustice, du dégoût, du mépris. J'ai arrêté toute activité puisque du coup j'avais le chômage. Moi j'avais la chance d'avoir le chômage puisque mon CDD terminait avant l'annonce du président et avant la date de suspension. Donc j'ai prétendu à m'aider au chômage, je les ai exercés. J'ai fait beaucoup de bricolage, de papier peint pour me nettoyer le cerveau et je me suis énormément engagée dans les réseaux militants, et notamment Réinfo Covid. Voilà, laissons les médecins prescrire, où j'ai pu puiser une information un peu qui me semblait juste, en tout cas, au regard de ce que je vivais, puis retrouver un peu d'humanité, me sentir moins isolée. C'était assez fou. Il y avait d'abord beaucoup de colère, de l'angoisse dans le sens où beaucoup de difficultés à concilier des émotions contradictoires. Contradictoires parce qu'il y a une part
paradoxalement, de lien social qui s'est créé en dehors de ça. Dans cette situation, j'ai cherché des gens qui vivaient la même chose en se disant mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc je me suis rapproché de toutes les personnes que j'ai trouvées de Grenoble à Valence. Donc il y avait aussi beaucoup d'espoir, de réassurance quelque part, à se dire bon bah déjà je suis pas tout seul, moi ça je le savais, mais de pouvoir se dire bon, on peut aussi construire quelque chose. Les premiers temps, même après la lettre de suspension, ça fait mal. Il faut un temps à la maison où on digère, où on réalise ce qui se passe, et puis on réalise finalement qu'on est oublié, par sa direction en tout cas. Puis pendant quelques temps un peu soutenu par certaines personnes, même dans les médias, et puis au bout d'un moment, il ne se passe plus rien. On n'existe plus très rapidement, novembre, décembre, c'est des mois, on est les oubliés. Il y a une psychologue qui m'a montré l'image vraiment d'un suspendu, d'un pendu, et c'est ça. On est posé là, et puis on n'existe plus. Et alors tout le monde reprend sa vie comme avant, et les soignants suspendus, on n'en parle plus. J'ai été convoquée à l'ordre infirmier, intimidée, menacée, je passe par des hauts et des bas. Et en fait, c'est un sentiment vraiment d'injustice et de colère. Et être oublié quand on est infirmière et qu'on a donné 20 ans de sa vie pour la tolérance, c'est très dur. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Un partage entre tristesse de cet oubli et la colère. Et je vais aller jusqu'au bout. On va dire, c'est très dur parce que j'ai adoré mon travail. J'ai quand même expliqué certaines personnes âgées qui avaient toute leur tête, elles ont pleuré. Elles n'ont pas trop compris. Les familles, c'était extraordinaire aussi, j'avais des super bonnes relations. Et j'ai l'impression au début ça a été dur, j'avais l'impression de valoir plus rien. Et donc j'ai eu un petit burn-out comme ça, perso. Ça a craqué au bout de 2 mois. Et puis après, on a laissé faire la vie, on va dire. On a voulu faire du mal aux gens, à certaines personnes, en les cassant, ce qu'on appelle les rebelles. Enfin, pour moi, ceux qui réfléchissent et qui ont fait ce choix-là. Et on les a mis dans une catégorie où ils sont plus, pas sous-citoyens, mais un peu sur ces mots-là, quoi. Voilà, qui ne représentent plus rien dans cette société, quoi. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal. Psychologiquement, c'est compliqué parce que j'aimais mon métier, j'aimais ce que je faisais. Je pense que je le faisais plutôt pas mal. Et je trouve que c'est injuste. C'est injuste pour moi, c'est injuste pour les patients. Parce qu'il faut bien se dire que des rendez-vous, j'en faisais une centaine par semaine. Donc ça fait 400 par mois. Si vous calculez sur l'année, sans les congés, ça fait 4000 rendez-vous. Donc ça fait 4000 rendez-vous que les patients n'ont pas. On avait déjà 2 à 3 mois d'attente. Voilà, ça fait des rendez-vous en moins. Donc là, j'ai été très en colère et puis après, ça a évolué vers une espèce de dépression parce que j'étais plus en activité, donc beaucoup moins en lien avec les patients, beaucoup moins en lien avec mon entourage. Heureusement que j'avais un mari qui était très 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 présent, qui lui aussi était en colère. Alors on avait des phases un peu colère-dépression, des enfants qui étaient quand même encore scolarisés, donc tous les jours, il fallait se battre un peu pour dire le masque c'est juste à l'école, mais à l'extérieur, attention, on respire, c'est trop important. Les manifestations, elles ont été utiles pour moi parce que ça a permis de garder le lien, d'extérioriser sa colère de manière pas forcément agressive, mais par des chants, par des cris, par aussi le fait de marcher ensemble, de sentir que on n'était pas seul, même si on n'était pas forcément très nombreux, mais pas seul. Et puis tout ce réseau de collectifs, que ce soit Réinfo Covid, Laissons les médecins prescrire, mais tous les collectifs autour, je voyais les gens en action, en mouvement, et ça m'a permis d'être mieux, quoi. Mais bon, ça a été quand même une grosse phase de dépression. Et après, quand j'ai eu le Covid en décembre, j'étais incapable de reprendre le travail. Vis-à-vis de mes collègues, l'avantage d'être chez les pompiers, c'est que c'est une vraie famille. Donc du coup, j'ai jamais été abandonné par mes copains de garde parce que ils ont toujours pris contact avec moi pour savoir où j'en étais et ça c'est quelque chose qui est hyper important pour moi parce que
parce qu'il n'y a pas ce sentiment d'abandon, quoi. Il y a vraiment ce sentiment d'appartenir toujours à une même famille. Eh ben, les pertes financières, ça dépend des mois, quoi. Ça dépend comment je peux trouver du travail en intérim. Donc ça peut se chiffrer à 1200, si je fais un salaire de 800 € dans le mois, qui me permet de couvrir juste mes frais, à ne pas avoir une perte de salaire. Voilà. Ça dépend tout comment il y a du travail. Pouvoir travailler, je peux travailler que dans le secteur social, plus dans le médico-social. Donc ça réduit le champ des possibles, hein. Il y a beaucoup plus de structures dans le médico-social que dans le social. Donc voilà, et puis après on joue avec ses économies, hein, avec ce qu'on a et tout. Mais en fait, pour arriver à faire ce choix-là, c'est ça que j'ai compris par rapport à d'autres personnes où je me demandais pourquoi, qui ne voulaient pas se faire vraiment vacciner, ne sont pas arrivés à faire le choix. C'est que moi, dans ma tête, j'étais prête à tout perdre. C'est-à-dire aussi bien mon logement, tout. De s'il faut que je vive juste dans une chambre. Ah voilà, ça a été très très dur. De passer à 0, 0, 0, c'était vraiment très difficile. Et j'ai eu, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu 2 copines de travail qui étaient vraiment géniales, qui venaient régulièrement m'apporter des cagettes de légumes, de gourmandises, de chocolat et tout, ça c'était vraiment super. Et puis après, j'ai fait les démarches nécessaires pour avoir au moins le RSA, on va dire. Là, ça a été passer 1h30 à Pôle emploi, dans le service social. Quand je suis sortie de là, je me suis dit, mais j'ai plus envie de faire partie de ce monde. C'est 1h30, une qui doit justifier son travail et moi qui dois justifier pour toucher 500 €. Donc j'ai une bonne perte de revenus quand même, enfin disons un peu plus de 1 000 € par mois. Mais c'est rassurant sur 2 points. D'abord, j'arrive à payer mon crédit, à manger. Et l'autre point, c'est qu'il y a cette solidarité qui se crée aussi. Donc ça, c'est socialement, économiquement, pour ça, c'est lié. Et ensuite, bien sûr, on change des habitudes, ce qui est finalement pas si mal. Mais ça reste quand même un peu, ça reste compliqué, hein. Financièrement, c'est quand même chaud. On n'a droit à rien, donc aucune aide, même pas le RSA. Sauf si effectivement mon mari avait été dans les mêmes conditions que moi, hein, mais il faut des revenus plus que minimes. Donc il n'y a aucune considération d'un État qui se veut avec quand même des aides sociales pour tous, mais encore pas pour nous cette fois-ci. Donc c'est compliqué et j'ai réfléchi à plusieurs emplois, on a fait terriblement attention, on sortait pas, enfin voilà, on a vraiment... On consomme peu, mais heureusement ça nous a aidés. Et on a encore réduit au maximum. Et j'ai été aidée aussi par un proche, et heureusement. Économiquement, c'est sûr que ça a été... c'est compliqué, parce qu'une fois qu'on n'a plus de salaire, tout change, quoi. Donc, on fait moins de choses. Donc on fait moins de choses. Alors nous, on avait la chance de... on était sur un projet de maison, sur une construction de maison, et puis le projet s'est arrêté, donc ça a été revendu, donc on n'avait plus de crédit sur le dos, donc c'est ça qui nous a permis de tenir aussi. Comparé à certaines personnes qui sont pendues, hein, parce qu'ils ont un crédit sur le dos, ils ont des enfants aux études, donc il faut absolument que l'argent rentre. Nous, comme on avait ce projet de maison, on avait un petit peu de sous de côté, donc on a revendu la maison, et c'est ce qui nous a permis de tenir et qui nous a permis aussi de partir du coup sur un autre projet, parce que voilà, ni l'un ni l'autre, on voulait rester dans le soin, parce qu'on sait bien que même si on trouve une solution, ça sera à court terme, et qu'il n'est pas question qu'on nous dise un jour tu peux travailler, un autre jour tu peux pas travailler, parce que Tartampion a fait une nouvelle loi ou l'a pas modifiée, ou je sais pas quoi, je sais pas, on n'est pas des objets. Donc voilà, donc financièrement, ça a été compliqué. On a tout revu à la baisse. Il faut bien se dire aussi que comme on ne pouvait rien faire, ni aller au resto, ni partir en vacances, ni rien du tout,
a permis à un moment aussi de pas dépenser d'argent. Moins dépensé, Voilà. Avant le 15 septembre, j'avais réussi à trouver un travail comme aide-soignante. En disant qu'il faut vite que je mette le sou le plus possible. Le 15 septembre, du coup, ça a été fini. Et là, ça a été très compliqué pour trouver un autre boulot. Parce que même si j'ai toujours fait des travaux d'été depuis que j'ai l'âge, j'ai toujours travaillé qu'en hôpital où je faisais soit du ménage et après je travaillais comme aide-soignante, donc j'ai pas vraiment un CV très rempli. Et du coup, de trouver dans autre chose, ça a été compliqué. Il m'a fallu 3 mois pour pouvoir trouver un travail dans une fromagerie, dans une usine de fromage. Du coup, la bourse, c'était fini. J'avais des sous de côté, donc j'ai tenu ces 3 mois avec les sous que j'avais de côté. Et j'avais envoyé plein de courriers à Casino, faire du babysitting, mais comme j'ai pas d'expérience, j'ai jamais été prise. Alors je me suis privé de travail, j'ai pas été suspendu directement, j'aurais sûrement été, parce que je me serais pas fait vacciner non plus. Économiquement, c'est dur, je vais pas vous mentir, ma femme elle travaille, elle gagne relativement bien sa vie, elle gagne au moins 2000 € par mois, donc on s'en sort. On ne fait pas des extras, on ne peut pas faire des extras, on a une vie assez simple, donc on arrive à s'en sortir. Il y a ma mère, et économiquement, je ne tiendrai pas comme ça pendant des années, mais ça va, je ne vais pas me plaindre. Voilà. Le fait de ne plus pouvoir aller dans les lieux publics, de ne plus pouvoir partager les mêmes idées, ça a été assez compliqué socialement. Donc du coup, ça nous force de se retrouver entre personnes qui pensent pareil. Moi, j'ai été très aidé par ma famille, parce que dans l'ensemble de ma famille, on pense la même chose. Donc du coup, ça a resserré un peu plus les liens. Je crois en la vie, c'est ce qui me fait tenir en me disant que de toute façon, à un moment donné, il y a quelque chose qui va en sortir, et le fait que j'arrive un peu à travailler à côté, à pas être complètement... Et puis d'être dans des réseaux aussi qui vous permettent de sentir que vous n'êtes pas seul, d'avoir senti toute la solidarité qui s'est mise quand même autour. Alors aujourd'hui, il y a 2 recours en justice qu'on a mis en place via les syndicats. Un qui est au tribunal administratif de Grenoble, où il y a eu 2 recours qui ont été déposés. Donc je sais que le premier a été rebooté. Mon dossier est toujours en cours, donc en cours de traitement. J'attends des nouvelles, des réponses. Et le deuxième, via un autre syndicat, qui a monté 270 dossiers auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc celui-ci est plutôt en bonne voie en ce moment, parce que je crois qu'il y a eu des résultats qui ont été positifs en Italie, donc qui nous donnent bon espoir pour notre recours auprès de la CEDH. D'abord, j'ai assumé ma suspension, c'est-à-dire que c'était important pour moi de pas être j'étais pas bien quand même, mais de pas aller sur un arrêt maladie ou sur une démission ou des choses comme ça, parce que je voulais que les choses soient claires d'une part, et ensuite que les choses soient revendiquées. C'est-à-dire que, ok, vous suspendez, mais c'est vous qui suspendez. Et c'est vraiment une suspension. Donc je suis vraiment dans ce cas-là. Et d'autre part, c'était clair aussi avec la direction, je les avais prévenus que je ferais des démarches juridiques pour essayer de contrer ça. Donc je suis allé voir un avocat
avec quelques collègues qui étaient dans la même situation que moi. Et le retour, mais comme tout le monde en fait. On le sait aujourd'hui, le retour du tribunal, c'est des lettres types. Que ce soit les tribunaux administratifs de Marseille, de Rennes ou de Grenoble, c'était à peu près tous la même lettre, qui était bien sûr un refus. Après ça c'est le référé en urgence, on verra dans un an, mais bon, vu la situation, je pense que ça ne changera rien. Ouais, on a eu un référé enseigné en groupe de soignants de l'hôpital de Valence, et l'hôpital de Romans aussi, il y en avait. Et je crois qu'il y avait l'hôpital de Cré aussi. Mais on a tous été dégoûtés. Donc là, vous abandonnez. Ouais. Parce que peut-être dire que le recours maintenant, c'est le Conseil d'État, c'est ça? Ouais. Et que pour aller au Conseil d'État, il faut un avocat qui coûte très 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 cher. Ouais, tout à fait. Même comme ça s'est passé, en même temps, l'hôpital qui te dénonce l'ordre des infirmiers parce que t'es pas vacciné, là c'est costaud quand même. C'est-à-dire qu'en novembre, on a lancé des choses en référé qui auraient dû être vite, qui sont toujours pas passées, il faut le savoir. Mais toujours pas passé en justice, donc on attend. Sur l'obligation vaccinale, donc effectivement pour les soignants et d'autres professions du médico-social, il y a l'obligation vaccinale. Donc ça veut dire, je le redis encore pour information, ça veut dire qu'il faut avoir 2 fois le Covid, une injection, 2 injections, une fois le Covid, ou 3 injections. Mais si on a 3 fois le Covid, ça marche pas. Donc ça, c'est autour d'une incohérence totale, comme beaucoup de choses. Mais effectivement, j'ai eu le Covid symptomatique en décembre, j'ai eu le Covid asymptomatique, j'ai été testée et puis en fait j'avais le Covid mais de manière asymptomatique. Donc je suis éligible à la vaccination à partir du 15 mai, puisque d'après les recommandations, c'est 2 mois après la contraction du virus qu'on peut se faire vacciner. Et donc je peux travailler légalement, on va dire, jusqu'au 15 juillet. Donc après, je ne sais pas comment je vais faire. Certainement que si je veux continuer à exercer, il va falloir que je me fasse faire une injection. Sauf s'il y a quelque chose entre-temps qui modifie la loi. Enfin, voilà, donc il va bien falloir que je trouve une solution et pour continuer à suivre les patients. Parce que je rappelle que si j'ai pas le statut vaccinal, en fait, je ne peux même pas me faire remplacer par un praticien qui est vacciné. Donc ça aussi, c'est encore une espèce d'incohérence pour obliger les confrères, les praticiens à se faire vacciner. Et donc là, on est parti sur un nouveau projet qu'on fait tous les deux, qui nous plaît, qui j'espère nous fera vivre, nous apportera aussi un lien social, parce que c'est ce qu'on cherche avec les gens, c'est ce qu'on avait perdu, c'est ce qu'on avait avec les patients. Je pense que on est quand même plein d'empathie et d'humanité, et que même si c'est pas dans le soin, ça se transformera autrement. Donc on s'est dit qu'on se faisait pas vacciner, donc on a voulu savoir ce qu'on faisait d'autre. Donc on s'est dit un soir en rigolant au mois de septembre, on va faire. C'était une rigolade à ce moment-là. Donc on a regardé un petit peu et puis on est allé en formation. On a tout passé pratiquement tous nos sous qu'on avait de côté, parce qu'on a fait un gros investissement. Mais je me dis que la lumière est là. Parce que si on voulait plus de nous dans le soin, dans le médical, donc ça veut dire que c'est le destin, peut-être que c'était notre destinée comme ça et qu'on va faire de belles rencontres comme ça, qu'on va faire... de toute façon, il faut avancer, On n'avait pas le choix et on se voyait pas... on se voyait pas subir cette dictature sanitaire, encore entre guillemets sanitaire, des années, parce que pour moi ça va jamais se terminer tant que les gens ils diront oui à cette picouse, ça se terminera jamais. Mais du coup, au lieu d'aller travailler, d'aller chercher un emploi, en fait, j'ai trouvé la solution en passant plus de temps à mon chantier, en réduisant les factures des artisans. Et en fait, du coup, l'argent que j'ai gagné, que j'ai pas gagné, c'est l'argent que j'ai pas perdu ou que j'ai pas donné aux entreprises. Donc du coup, en fait, j'ai fait l'inverse et j'ai économisé de l'argent plutôt que d'en dépenser. Ça a été ma solution les 5 premiers mois de ma suspension.
Ensuite, j'ai pu reprendre le travail. Et maintenant, je suis à nouveau suspendu. Et clairement, je ne pourrais pas, même si j'ai été aidé par ma famille, je ne pourrais pas continuer indéfiniment comme ça. Donc, voilà. Effectivement, quitter mon métier aujourd'hui, c'est compliqué. La situation qu'elle m'offre. Et puis suivre de près les vaccins, les nouveaux vaccins, les nouveaux schémas qui vont se mettre en place peut-être. Voilà. J'ai eu le Covid en début d'année. Alors malheureusement, j'ai pas pu démarrer mon nouveau travail au premier jour. J'étais en arrêt pour le Covid. Mais ça m'a permis de retourner travailler une semaine. Alors là, il n'y a pas de problème, hein. On fournit le papier. La direction tout à coup se souvient de nous. On a un emploi du temps, un planning qui sort. Et on arrive le matin. Bien entendu, il faut donner son pass. Avec une lettre quand même me confirmant qu'au bout de la validité de ce pass, je serai de nouveau suspendue si je ne justifiais pas des injections du vaccin. Donc je me suis dit, je vais repartir dans un truc comme ça pour être resuspendue. Revenir comme si de rien n'était au travail. Alors bon, les collègues sont très empathiques, mais au niveau de la direction et des supérieurs, c'est vraiment comme si c'était rien passé. La page, c'est même pas une page tournée, on continue. Et moi, c'était pas entendable. J'y suis retournée un peu pour le côté financier et pour terminer justement, pour pas rester suspendue. Et j'ai prévenu tout le monde que du jour où je ne me présenterai pas, et j'ai fait un abandon de poste. D'accord. Alors, un faux abandon de poste, parce qu'effectivement, j'ai prévenu tout le monde, parce que dans le métier, moi, je pouvais pas laisser les patients et mes collègues comme ça dans la panade. Donc, je les ai prévenus de s'organiser autrement à partir d'une certaine date à laquelle je ne me présenterai pas. J'espère pouvoir avoir des aides de Pôle emploi pour des formations de reconversion, ce qu'on n'avait pas jusque-là. Et ils m'ont confirmé, donc j'ai vu déjà 2 fois une psychologue de Pôle emploi, et puis là je suis en contact avec ça, et je viens de recevoir mon avis de licenciement parce que ça prend un petit peu de temps. Et donc je suis en contact avec un conseiller. Normalement, d'ici le mois prochain, je devrais avoir des droits ouverts. Mais bon, quand on a été suspendu, on n'a pas de salaire, et c'est lissé sur les derniers mois. Donc ça fait j'aurai très peu d'aide. Mais j'espère quand même avoir un minimum, même si c'est l'essence, pour m'aider à financer une formation que j'espère démarrer en janvier prochain. Après la fromagerie, j'ai réussi à trouver un travail que du coup je fais en ce moment en crèche. Vu que dans le social, la vaccination n'est pas obligatoire, du coup là en ce moment je travaille en crèche. C'est mieux que la fromagerie. C'est pas ce qui me plaît. Moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment le soin. Et le social, vraiment, que social, si je m'en compte, c'est sympa, mais il n'y a pas le truc qui faisait que j'étais contente d'aller au travail quand j'étais soignante. Nous avons créé avec des gens que j'ai rencontrés en manifestation, en fait, qui ont surtout servi à ça, à faire du lien et à rencontrer des gens, à créer du réseau. Une association d'entraide, ouverte à tous, pas que non vaccinés ou voilà, mais toute personne qui se sent en difficulté et qui demande de l'aide. Sur tous les aspects santé, culturelle, alimentaire, entraide, c'est-à-dire qu'il peut aussi y avoir des gens qui disent moi ma voisine elle s'est... des prises de conscience sur le fait qu'elle a un petit terrain mais elle ne peut plus tondre parce qu'elle est trop âgée, je vais tondre pour elle. Donc c'est un réseau, on met en place un réseau de gens qui veulent s'entraider. Je suis pour effectivement construire une autre vision des choses. Alors on est en train avec d'autres soignants, paramédicaux, éducateurs, gens de la culture, de construire des réseaux parallèles, tout à fait dans les normes. Moi je pense qu'il faut se servir de ce qui existe déjà et qui était bien. On avait une belle sécurité sociale, c'est dommage que certains la saccagent, mais j'aimerais bien qu'on puisse en refaire une belle sécurité sociale avec l'équité des soins. Et donc se servir de ce qui existe tout en construisant une médecine un peu plus globale, on dit holistique dans notre jargon, intégrative, c'est-à-dire qui n'exclut pas les choses. Donc moi je passe mon énergie à créer un réseau sur le plan local qui s'appelle Réseau Hardy et voilà, où on est plusieurs personnes à vouloir travailler ensemble. Voilà, donc moi j'essaye un peu de coordonner les choses, donc je continue de rencontrer régulièrement les équipes de soignants, de faire des réunions avec eux, de garder un lien
avec les citoyens qui ne sont pas soignants, sachant que les soignants sont citoyens. C'est ce qui nous unit en fait. On est tous humains et citoyens. Je crois que c'est ça qui fait qu'on est un. Voilà. Et les différentes actions qui peuvent être menées, où j'ai un rôle à jouer, j'essaye d'être présente. Voilà. Et puis... Alors j'ai eu un moment difficile parce que je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire ? Et progressivement, au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé, donc je suis sur un projet, on va dire, j'ai trouvé mon projet, j'ai trouvé ma voie. Je pense donc effectivement arrêter dans le domaine du soin, dans le milieu médical, malheureusement. Mais en même temps, je continue, c'est la continuité dans l'accompagnement au niveau des personnes. Pourquoi pas devenir formatrice pour formation adulte, pour transmettre mon savoir. Donc, j'ai mon premier métier de base, j'étais couturière, et pourquoi pas transmettre aussi mon savoir-faire en tant que couture, en tant d'accompagnement à la personne de ce que je sais faire, et dans la continuité du soin, donc accompagner, et donc voilà, donc je vais reprendre une formation. Et tout à petit, grâce aux manifestations et tout ça, j'ai rencontré des personnes formidables, du personnel soignant qui pensait la même chose que moi et qui m'ont réconforté dans mon choix. Et avec des sources et des données et des recherches qui confirment que l'injection Covid, c'est n'importe quoi. Et de toute façon, on ne vaccine pas en pleine pandémie comme ça. Enfin, j'ai été rassurée, et j'ai plus été dans le doute de mon choix, grâce à toutes les rencontres de merveilleuses personnes du côté soignant, médecins et autres, quoi. Alors oui, effectivement, donc avec la marche du réveil, parce que je fais partie du groupe la marche du réveil, donc l'Union fait la force 88. Donc on a rejoint la marche de la résistance, donc dans le Vercors. Et justement pour informer, donc c'est une marche d'information pour informer, réveiller les gens, donc qu'on rencontre de la situation, pour expliquer de la situation sanitaire telle qu'on la vit, et pour un peu réveiller et ouvrir un peu les esprits, et donc voilà, échanger surtout et rencontrer des personnes. Et c'était un cadre super fantastique, parce que beaucoup de personnes merveilleuses dans la bienveillance et à l'écoute aussi, et c'était vraiment un moment de partage et un moment de convivial, d'échange vraiment fantastique. Nous sommes actuellement réunis dans le Vercors, venant un petit peu de toutes les régions, pour un lieu de rassemblement, de rencontre, de réflexion et de témoignage concernant le bilan de 2 années, bien sûr, de politique sanitaire Covid, non seulement nationale mais internationale, et pour faire le bilan aussi, si vous voulez, de toutes les souffrances, donc un certain nombre de soignants, de résistants, mais aussi de gens qui ont vécu des expériences multiples, sont réunis pour témoigner. Alors nous avons eu médecins, avocats, personnel suspendu, différents témoins qui sont venus partager leur expérience et ce bilan. Alors bilan et puis réflexion pour l'avenir. Même si on était que 2 à pas se faire vacciner, je me rends compte qu'on était quand même 2, on était là, donc je me dis qu'il y a d'autres personnes étudiantes comme moi dans ma situation qui, pas forcément infirmiers, mais dans tout ce qui est santé, et dire que vous êtes pas tout seul à avoir fait ce choix, que c'est pas facile, du coup d'essayer de trouver d'autres voies possibles pour son avenir, mais qu'il y en a et qu'il faut serrer les coudes. J'ai pas de regrets sur ce choix-là.
Et ça m'a permis de me découvrir encore un peu plus et de prendre du temps pour moi et de me reposer, de me retrouver, de savoir quelle est vraiment ma place dans la société, et quelle est notre place tout simplement sur Terre peut-être. Donc peut-être un peu des grandes questions un peu philosophiques. Donc c'est ça, les gens qui l'ont fait pour leur plaisir, pour leur loisir, certains qui ont triché pour pouvoir travailler, tous ces gens-là, il faut bien que vous ayez conscience que vous permettez au système de se mettre en place et qu'on est nombreux et que si à un moment on dit non, on ne veut pas de ce système-là, et bien avec le nombre on peut faire en sorte que ça s'arrête ou que ça n'aille pas plus loin et que voilà. Donc après c'est à chacun sa conscience, à chacun sa réflexion. Bien penser que le vaccin jusqu'à présent est en autorisation conditionnelle, ce qui veut bien dire qu'il n'a pas été approuvé et qu'on ne sait pas si bien sûr est efficace et qu'on a autour de nous quand même des gens qui ont des effets secondaires. Après qu'on peut penser ou pas penser que c'est par rapport au vaccin, mais que les gens s'interrogent. Oui, j'invite les patients, tous les individus à se battre pour sa liberté, donc sa liberté de penser, mais sa liberté de choix dans la santé et surtout un devoir d'information. Parce que quand on prend un médicament, c'est pas anodin et il faut le prendre en conscience. Et un vaccin, c'est un médicament, c'est un traitement et quand on se fait vacciner, c'est pas anodin, c'est un médicament, enfin je veux dire c'est quelque chose qu'on vous injecte dans le corps et personne n'a le droit de vous obliger à faire ça. Donc vous devez aussi, il y a un devoir d'information pour vivre de manière libre et éclairée. Moi, c'est ce que je dis tout le temps à ma fille, c'est avant de faire quelque chose, réfléchis. Voilà, réfléchis par rapport à toi-même. Qu'est-ce qu'on a envie dans la vie, qu'est-ce qu'on est, pourquoi on est là et à quoi on sert. En fait, est-ce qu'on sert juste à aller gagner du fric et le dépenser, faire de la consommation, ou est-ce qu'on est autre chose que ça dans le quotidien? J'espère juste quand même qu'on ne soit pas oublié. Là, j'ai l'impression qu'on est un peu oublié. Il n'y a plus beaucoup qui pensent à nous. En fait. Il y a eu tellement d'événements entre-temps et hop, les soignants sont passés un peu à la trappe. Donc voilà, c'est juste mon seul espoir qu'au moins on ait une place dans l'histoire. En fait, moi j'ai envie de dire qu'il faut garder espoir, il faut avoir cette force et croire en soi et à ses projets. Et respecter ses valeurs et être dans ses convictions, aller jusqu'au bout, résister. Et ben aujourd'hui, je suis accompagnante dans les écoles et je continue un métier social d'aide aux autres et à la personne. Et le message que je peux faire passer, c'est celui de la tolérance. Et je souhaiterais tellement que tout le monde soit aussi tolérant que ce que je peux l'être. Parce que ça fait 20 ans que je travaille sans juger les personnes que je soigne. J'ai envie de leur dire qu'ils continuent de penser à eux-mêmes, surtout qu'ils pensent beaucoup à eux-mêmes, qu'ils arrêtent de penser aux autres, qu'ils ne soient pas dans cette position sacrificielle qui ne sert absolument à rien, qu'ils aillent... Là, ce qu'on leur donne la possibilité aujourd'hui de faire, c'est d'aller dans les profondeurs de leur être, quelle que soit la façon dont ils vont y aller, avec leurs convictions à eux, et qui pensent à eux, surtout à eux et à leur famille. Gardons espoir, et le changement viendra que de nous. Donc oui, je disais tout à l'heure qu'au moment de la suspension, j'ai même remercié le président de nous mettre dans des situations comme ça, parce que je voyais que ça créait quelque chose de beau aussi, et que ça me poussait à aller encore plus loin dans mes convictions et dans mon action. Et je pense qu'on est nombreux comme ça. Donc je crois que l'humain est plus fort que tout ça. Après, la crise peut-être sera longue, mais je crois vraiment que l'humain est plus important que tout. Voilà. Je tiens à dire autre chose, ma chérie, je tiens à te remercier, parce que je pense que sans toi, peut-être que je serais vacciné. Donc, Adam a été fort, voilà.
super parcours, ça nous a endurcis, quoi. Et que je tiens à dire que je t'aime très fort, et puis voilà. C'est bien. Aujourd'hui, ça me semble indispensable de respirer un bon coup, de faire le bilan effectivement de cette politique sanitaire. On sait que les confinements n'ont pas l'effet escompté. On sait que les vaccins n'ont pas eu l'effet escompté. Les masques. On sait que les masques également. On sait qu'on a une énorme pharmacovigilance à éplucher avec des scientifiques et qu'il faut remettre sur la table un vrai débat vraiment scientifique sur les chiffres, la pharmacovigilance et les effets secondaires notamment psychosociaux chez les enfants, les étudiants, les femmes enceintes, les etc. femmes enceintes. Ouais. Et ralentir, sachant que dans notre métier on nous dit d'abord primum non nocere. Et dans ce combat, on lance un cri d'alerte. Il y a des hommes et des femmes qui ont servi toute leur vie avec leur cœur, qui ne sont pas contagieux, qui la plupart ont eu le Covid, qui sont immunisés à vie et qui se retrouvent actuellement abandonnés. J'appelle ça des exilés internes. Quand on est suspendu en France, on est un citoyen de deuxième zone. Et ça, nous ne pouvons pas, c'est un cri d'alerte, nous ne pouvons pas laisser passer cela. Ces produits ont été injectés à des centaines de millions de gens et de par le monde sont publiés, de par tous les services officiels de pharmacovigilance partout, de par les services, toutes les études sortent pour montrer les effets secondaires, la dangerosité de ces injections, en particulier dans des populations qui n'avaient aucun risque comme les enfants. Il y a des vérités scientifiques, il y a des faits, il y a des centaines d'études, il y a maintenant des gens compétents et nous supplions que les médias écoutent parce que la vérité va nous rendre libres et la vérité sera dans le dialogue et la bienveillance. Quel monde on veut laisser derrière nous? On va être cette génération qui a accepté... qui accepte ça, qui est prêt à se vendre pour garder son confort. C'est une forme de prostitution là-dedans, en poussant très loin le raisonnement, mais j'accepte parce que je veux garder mon canapé, je veux pouvoir toujours avoir mon téléphone, je veux pouvoir aller au restaurant, mais moi c'est pas, je vais pas au restaurant, ça m'empêche pas de vivre. Mon lien social, il est ailleurs. S'il y a une chose qu'ils ne peuvent pas nous enlever, c'est notre espoir. Et ce qu'on nourrit en nous. Ça, personne ne peut nous l'enlever. Ça, c'est une richesse qu'ils ne peuvent pas toucher. À part si on leur donne l'accord. Et moi, je ne leur donnerai pas cet accord-là.
Voilà, je voudrais dire une chose. J'ai lu de la part de ce ministre de la Santé dernièrement que mon Dieu, l'hôpital est dans un tel état et les services de santé, mon Dieu, sont à l'agonie. Il y a même des enfants qui vont mourir, peut-être, parce qu'on ne peut pas les accueillir dans les services d'urgence. Les services d'urgence ferment. Et j'ai lu, quelque part, il faudrait recruter des soignants, mais va-t-on en trouver ? Monsieur le ministre, il y a 15 000 soignants suspendus, pompiers et gendarmes qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les réintègre comme ils l'ont fait à New York et comme ils l'ont fait en Italie. Qu'est-ce qu'on attend ? 15 000 soignants prêts à travailler.